Le musée Jacquemart-André, initialement au XIXe siècle, demeure parisienne d'un couple d'amateurs d'art qui ont fait de leur hôtel particulier un joyau, tant sur le plan de l'artisanat d'art que sur le rayonnement de la peinture, notamment des primitifs italiens et du XVIIIe français. Tout débuta par une belle histoire d'amour entre Édouard André, riche amateur d'art, et Nelly Jacquemart, peintre. À la mort de son mari et après quelques turpitudes dues à l'héritage, elle légua par testament ses biens et ses collections à l'Institut de France. Aujourd'hui, il offre un bel écrin pour des expositions temporaires d'envergure internationale, révélant ainsi des artistes majeurs. Vous pourrez y découvrir jusqu'au 23 janvier 2023 une exposition entre rêve et fantastique avec le peintre Johann Heinrich Füssli. Dans le cadre de Culture franco-britannique, Laurent Bury va vous expliquer le rapport qu'il y a entre le peintre Johann Heinrich Füssli, suisse-britannique, et le grand dramaturge britannique William Shakespeare. Cet automne, le musée Jacquemart-André présente une exposition consacrée au peintre Johann Heinrich Füssli. Pourquoi la chaîne Culture franco-britannique s'intéresse-t-elle à cet artiste né à Zurich? Eh bien tout simplement parce que Füssli a fait toute sa carrière en Angleterre au point de devenir un peintre britannique par ses sujets principalement et même dans son nom, puisque s'il existe une orthographe typiquement suisse avec F, U, tréma, 2SLI, les Anglais l'ont rebaptisé Henry Füssli avec une façon d'écrire ce nom bien plus habituelle pour le public britannique. Donc, est un peintre qu'on peut qualifier, sinon d'anglais, du moins bien de britannique, car il s'est attaché à traiter des sujets propres à la culture britannique, notamment Shakespeare, bien sûr, mais aussi la plupart des grands auteurs anglais, comme Milton, auxquels il s'est également beaucoup attaché. Lorsqu'il quitte la Suisse, Füssli se rend d'abord en Allemagne, puis en Angleterre, car il espère pouvoir faire carrière à Londres. Mais à Londres, il rencontre notamment le peintre Joshua Reynolds, président de la Royal Academy, qui lui conseille de poursuivre sa formation grâce à un voyage en Italie. En effet, Füssli est un peintre autodidacte qui n'a suivi aucune véritable formation artistique et qui a surtout exercé son œil en contemplant, notamment en Italie grâce à ce voyage qu'il va faire, en contemplant la statuaire antique. Et c'est précisément toutes ces statues romaines imitées de l'art grec qui ensuite lui seront bien utiles lorsqu'il devra peindre des nus, qui est un des sujets qu'il affectionnera dans sa carrière. Après son séjour en Italie, qui dure près d'une dizaine d'années, Füssli retourne à Londres et là, il est bien décidé à s'imposer sur le marché de l'art anglais. Il se rend bien compte que pour cela, il doit se faire remarquer. Or, les conditions de présentation de l'art moderne à l'époque à Londres sont assez particulières. Il existe un salon annuel où les œuvres sont présentées et elles sont entassées sur des murs, présentées à touche-touche, et il est bien difficile de se faire remarquer dans ces conditions-là. Et donc Füssli, pour s'en tirer, a recours à une méthode assez simple. Il choisit des formats qui s'imposent par leur dimension, tout simplement. En peignant des œuvres très grandes, il est à peu près sûr d'attirer le regard du public, ou aussi en choisissant des compositions particulièrement frappantes. L'une des premières œuvres que Füssli présente à la Royal Academy est La mort de Didon, visible dans la première salle de l'exposition. Cette toile a été conçue par Füssli de manière tout à fait délibérée afin d'attirer l'attention du public londonien. D'une part, il y a bien sûr le format, c'est une toile très grande, mais surtout, Füssli avait, quelques mois auparavant, visité l'atelier de Joshua Reynolds, le président de la Royal Academy de Londres, et il avait appris que Reynolds prévoyait de présenter au salon annuel
sa propre version de La mort de Didon. Et donc Fuseli décide lui aussi de traiter ce sujet emprunté à l'Énéide, mais en le traitant de manière complètement différente de ce qu'a choisi Reynolds. Là aussi pour peut-être susciter la controverse, éveiller l'intérêt, et notamment l'intérêt de la presse ou des mondains qui s'intéresseraient à cette rivalité entre les deux peintres. Là où Reynolds choisit un format horizontal classique qui lui permet d'allonger Didon dans une pose gracieuse, la reine de Carthage étant couchée, Fuseli décide de faire exactement le contraire et il adopte un format vertical, a priori peu propice à l'évocation de la mort par suicide de la reine Didon, mais il se tire de ce défi en présentant Didon dans une posture qui rappelle presque celle du Christ en croix, puisque la reine a les bras déployés de part et d'autre, et on la voit en fait s'évanouir en position presque debout, plus qu'allongée. Mais Fuseli traite exactement le même sujet que Reynolds en utilisant aussi les mêmes détails. On voit une sorte d'ange venir couper les cheveux de la reine et ses suivantes disposées autour d'elle. Mais avec cette toile, Fuseli a réussi son but puisqu'il a effectivement beaucoup attiré l'attention. Quelques années plus tard, toujours à la Royal Academy, il propose une toile qui va faire énormément parler d'elle. Cette fois, il ne s'agit plus d'un sujet littéraire. Fuseli ne s'est apparemment inspiré d'aucune source connue, ou du moins connue de personne aujourd'hui, et même à l'époque, il ne l'a pas citée. Fuseli présente une toile qui s'intitule « Le cauchemar ». Alors, on peut la rapprocher de tout le courant gothique dans la littérature, car cette toile présente une jeune femme couchée sur un lit, qui est vraisemblablement en train de faire un très mauvais rêve, et sur la toile, elle n'est pas seule, elle est accompagnée aussi d'une sorte de petit monstre qui est assis sur son corps, sur le corps de la femme, et il y a également une tête de cheval qui apparaît dans l'entrebâillement d'un rideau. Alors cette tête de cheval, on peut la justifier par une sorte de jeu de mots anglais, puisque cauchemar en anglais se dit nightmare, et que night, la nuit, l'époque du cauchemar, mais mare, M-A-R-E, signifie une jument, et donc ce cheval qui surgit dans le cauchemar, c'est littéralement la jument de la nuit, une étymologie un peu fantaisiste du mot nightmare, cauchemar en anglais. Et donc cette jeune femme est renversée dans une posture assez érotique pour l'époque. Elle porte une robe blanche qui épouse de très près les formes de son corps, ce qui fait aussi que cette toile a un intérêt pour les amateurs, sinon de nus, du moins de jeunes femmes exposées au regard, sans se méfier le moins du monde de la présence éventuelle d'observateurs. Et ce sujet est tout à fait dans l'air du temps, comme je l'ai dit tout à l'heure en parlant du roman gothique, car la fin du XVIIIe siècle en Angleterre est l'époque de l'éclosion d'un genre bien particulier, ces romans fantastiques, souvent situés au Moyen-Âge, souvent situés en Europe dans des pays catholiques, donc dans des pays d'obscurantisme, des pays de préjugés aux yeux des protestants. Et le cauchemar rejoint tout à fait l'atmosphère fantastique de ces romans, avec l'évocation de l'imagination au pouvoir, puisque, comme l'a dit Goya à la même époque, le sommeil de la raison produit des monstres, et que ce sont ces monstres que Fuseli donne à voir. Cette toile a eu un tel succès que Fuseli en a peint plusieurs versions. L'exposition ne présente pas la version originale présentée à Londres dans les années 1780, mais des variantes postérieures dont il existe beaucoup d'incarnations possibles dans différents musées en Europe ou aux États-Unis. Le XVIIIe siècle anglais est aussi l'époque de la redécouverte de Shakespeare, pris comme modèle d'auteur national. Et évidemment, Fuseli va participer lui aussi à ce mouvement qui passe par la redécouverte des œuvres de Shakespeare sur les scènes, mais également à travers la glorification de l'écrivain, à travers toutes sortes de produits dérivés, pourrait-on dire. Et
notamment d'éditions nouvelles de ses pièces, éditions également accompagnées de gravures, commandées pour l'occasion à divers artistes. Fuseli participe donc à cette entreprise. Il produit toute une série de toiles illustrant diverses pièces de Shakespeare, des tragédies mais également des comédies. On est moins familier peut-être du versant comique de l'œuvre de Fuseli, mais il a notamment illustré les Joyeuses commères de Windsor. Il n'a pas une toile où on voit Falstaff jeté dans un panier à linge par les deux commères. Il y a dans l'exposition une toile qui s'inspire de Beaucoup de bruit pour rien. Mais évidemment, c'est plutôt le côté tragique que l'on connaît. Et Macbeth est une des pièces que Fuseli a beaucoup travaillé. Il y a bien sûr les sorcières qu'il a représentées à de nombreuses reprises, mais aussi le couple de personnages principaux, Macbeth et Lady Macbeth. Et l'exposition a cela d'intéressant qu'elle nous présente deux versions du sujet traitées à plusieurs décennies d'intervalle. La première version est un dessin que Fuseli a exécuté lors d'un de ses tout premiers séjours à Londres. Ce dessin est très réaliste, il est sans doute assez fidèle à ce que l'on pouvait voir sur les scènes londoniennes à l'époque. On y voit l'un des plus grands acteurs de son temps, M. Garrick, accompagné de sa partenaire d'élection dans le rôle de Lady Macbeth, et ces deux personnages portent des tenues du XVIIIe siècle. Lady Macbeth est en robe à panier avec une perruque à la Marie-Antoinette, et Macbeth, lui, est en habit à la française, et il joue devant une sorte de paravent dans un décor très XVIIIe siècle, qui pourrait être celui de n'importe quel intérieur du temps. En revanche, l'autre œuvre inspirée par la même scène, où on voit Macbeth présenter l'arme du crime à son épouse, l'autre œuvre, bien postérieure, est-elle complètement rêvée, complètement fantasmée. Il ne s'agit plus du tout de donner la vision réaliste d'une scène de théâtre, mais bien plutôt de ce que Fuseli imagine être une représentation idéale de la pièce, avec des personnages dont les passions sont totalement exacerbées. Sur cette deuxième représentation, sur cette toile, Lady Macbeth est une véritable furie qui s'élance vers son mari, et son mari lui-même est une sorte d'ectoplasme complètement décomposé par la peur. Lady Macbeth somnambule était présentée à la Royal Academy par Fuseli en 1784, c'est-à-dire 2 ans après le cauchemar. Fuseli sait désormais quel genre de sujet lui convient le mieux, ceux où les personnages échappent à la rationalité lorsqu'ils basculent dans le rêve ou dans la folie. Obsédée par son crime, Lady Macbeth erre dans les couloirs de son château avant de se donner la mort, mais Fuseli ne la montre pas en train de se frotter compulsivement les mains. Munie d'un flambeau, elle semble plutôt saisie à la toute fin de son monologue lorsqu'elle invite son mari à aller se coucher après avoir commis son crime. À noter que cette toile est la seule de Fuseli à appartenir à une collection publique française. Elle a été acquise par le Louvre en 1970, lorsqu'il fut enfin décidé de commencer à combler certaines lacunes criantes, la peinture anglaise étant l'un des parents pauvres au sein de notre premier musée national. Ce Hamlet, surpris par le spectre de son père alors qu'il accable sa mère de reproches, a été peint pour l'une des entreprises commerciales visant à exploiter à la fin du XVIIIe siècle l'engouement patriotique des Britanniques pour Shakespeare. À Londres, en 1789, William Boydell avait créé une Shakespeare Gallery où l'on pouvait admirer de nombreuses toiles inspirées par l'œuvre du dramaturge et acheter les gravures correspondantes. À Dublin, en 1793, le libraire James Wood Mason voulut en faire autant, en imposant aux artistes un format vertical standard, le titre de l'œuvre et la scène représentée figurant sur le cadre, comme on le voit sur ce Hamlet. Sur cette toile, Fuseli pousse au maximum l'expressivité des positions et la simplification des formes. On voit Hamlet planté sur ses jambes écartées, la main levée traduisant son effroi et le visage totalement schématique.
autre aspect de l'œuvre de Shakespeare que Fuseli a beaucoup traité, la féerie. En effet, Le Songe d'une nuit d'été est une pièce qui est inspirée à l'artiste parmi des créations parmi les plus belles qu'il nous a laissées. On en voit peu dans l'exposition, malheureusement les musées suisses, qui en possèdent beaucoup, n'ont pas forcément accepté de les prêter, mais on peut quand même voir une représentation de Puck, l'esprit qui accompagne le roi des fées dans la pièce, et surtout on le voit entouré de personnages minuscules qui gravitent autour de lui, qui sont un peu devenus une spécialité de Fuseli. Dans ces scènes féeriques, l'artiste britannico-suisse aimait beaucoup introduire tout un grouillement de petits personnages qui se promènent autour des personnages principaux. Donc il y a ce Puck, mais il y en a d'autres exemples dans l'exposition qui ne sont pas directement liés au Songe d'une nuit d'été. Il y a une autre toile shakespearienne qui s'intitule Le rêve de la reine Catherine, c'est le tableau qui a été choisi pour l'affiche de l'exposition, qui est inspiré par une scène du Henri VIII de Shakespeare, une des pièces les moins connues du dramaturge, dans lequel la reine a une vision. Et ici, il ne s'agit pas vraiment d'esprit, mais de fées. On a véritablement un envol de nudité très néoclassique, et d'ailleurs très bien peinte, car c'est quelquefois le problème chez Fuseli, dans la mesure où, comme je l'ai dit, c'était un artiste autodidacte, ses compétences techniques n'étaient pas toujours à la hauteur de ses ambitions. Là, en revanche, pour Le rêve de la reine Catherine, Fuseli a magnifiquement réussi ces nus qui forment une nuée s'envolant au-dessus de la reine. Enfin, la dernière toile qu'on peut rattacher au domaine de la féerie, c'est aussi la dernière de l'exposition, qui est inspirée par Milton, autre grand auteur anglais auquel Fuseli a tenté de rendre hommage. Je dis tenté, non pas parce qu'il n'y soit pas parvenu, mais parce qu'il a tenté de présenter ses œuvres réunies ensemble dans une galerie de manière à leur donner des débouchés commerciaux, mais ça n'a pas bien fonctionné. Autant les tentatives shakespeariennes se sont plutôt bien passées, pour Milton ça n'a pas été le cas, Fuseli a été pour ses frais. Mais l'exposition donne à voir une toile intitulée Le rêve du berger, et on y voit un personnage couché, assis au premier plan avec son chien, personnage qu'on retrouve d'ailleurs sur une autre toile également miltonienne qui s'inspire d'un autre texte de Milton. Mais sur la grande version, le berger est entouré de tout un peuple féerique. Il y a des fées qui dansent dans l'air au-dessus de lui, qui forment une sorte de cercle de danseuses qui volent. Et il y a aussi des petits personnages qui grouillent sur le sol tout autour, personnages féminins, fées qui sont coiffées, habillées de manière tout à fait originale. Et cette toile donne une très bonne idée du registre féerique de Fuseli, même si malheureusement ces plus belles toiles inspirées du Songe d'une nuit d'été ne sont pas venues à Paris, mais il faut aller à Londres ou en Suisse pour les voir. Signe que Fuseli s'intéressait aux états psychiques déraisonnables, disons, ce n'est pas en artiste installé et sûr de lui qu'il se représente sur ce dessin, on ne possède aucun autoportrait peint de l'artiste, mais plutôt en esprit anxieux, en proie au doute, si ce n'est à des tourments plus profonds encore. On a pu trouver Fuseli meilleur dessinateur que peintre, sa maîtrise du crayon ou du lavis apparaissant parfois comme bien supérieure à son maniement de la peinture à l'huile.